Après avoir refusé de mettre mon appartement au nom de ma belle-mère, mon mari m'a attrapé violemment pour me jeter aux pieds de sa mère, en hurlant, à genoux. Demande-lui pardon pour l'avoir offensé avec ta décision. À cet instant précis, mon père est entré dans l'appartement, et ce qui a suivi, il est même effrayant de l'imaginer. Avant de commencer notre histoire, dites-nous comment vous allez dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et de laisser un pouce bleu. Bonne écoute à tous. Valérie montait les escaliers, jusqu'au 4e étage, avec un lourd sac de documents à la main. La journée à l'étude notariale avait été particulièrement épuisante, 3 transactions immobilières, la rédaction d'un testament, et une montagne de petites attestations. À 35 ans, elle était pourtant bien habituée à ce rythme effréné, mais aujourd'hui, pour une raison obscure, elle avait particulièrement hâte de rentrer chez elle. La clé tourna dans la serrure, avec ce petit clic familier. Valérie poussa la porte, et entendit immédiatement des voix étouffées, en provenance du salon. Antoine et sa mère, Sylvie, discutaient à voix basse. C'était plutôt étrange. D'habitude, sa belle-mère ne passait jamais en semaine, sans prévenir de sa visite. « Salut », lança Valérie d'une voix forte, en retirant ses chaussures. « Bonsoir, Sylvie. » Les voix dans le salon se turent d'un coup. Un bruissement de papier se fit entendre, comme si quelqu'un s'empressait de les ranger à la hâte. « Ah, Valérie est là », répondit Antoine, avec un enthousiasme bien trop exagéré. « Viens, on prend un thé avec maman. » Valérie entra dans la pièce, juste à temps pour voir sa belle-mère, fourrer rapidement un dossier dans son grand sac à main. Sur la table, il restait encore quelques documents épars. Elle eut juste le temps d'apercevoir le coin d'un formulaire officiel. « Qu'est-ce que c'est que ces papiers ?» demanda-t-elle, en désignant la table d'un signe de tête. « Oh, rien de spécial », balaya Antoine, d'un geste de la main. « Maman a apporté des papiers pour sa retraite. On regardait pour ses primes. » Sylvie hocha la tête, mais son regard fuyant laissait transparaître une pointe de culpabilité. En 7 ans de vie commune, Valérie avait appris à lire, dans les yeux de sa belle-mère, sa véritable humeur. D'ordinaire, ses yeux exprimaient soit le mécontentement, soit une attitude donneuse de leçons, mais à cet instant, il y passait quelque chose, qui ressemblait fortement à de l'anxiété. « Valérie, ma chérie, assieds-toi, ton thé va refroidir, » s'agita Sylvie. « Raconte-nous, comment ça s'est passé à l'étude aujourd'hui? Tu as eu beaucoup de clients? » La conversation reprit son cours normal. Sa belle-mère posait des questions sur son travail, tandis qu'Antoine racontait les dernières nouvelles du chantier, où il travaillait comme responsable commercial. Tout semblait normal, mais Valérie ne parvenait pas à se défaire de cette étrange sensation de fausseté. Antoine parlait beaucoup trop, et sa belle-mère se montrait bien trop affectueuse. 1 heure plus tard, Sylvie se prépara à rentrer chez elle. Antoine l'accompagna jusqu'à l'arrêt de bus, pendant que Valérie restait pour débarrasser la table. En empilant les tasses dans l'évier, elle remarqua sur le sol, près du canapé, un petit bout de papier déchiré. Elle le ramassa, c'était le coin arraché d'un document, portant une partie d'un tampon officiel. Il était impossible de tout déchiffrer, à l'exception d'un fragment de mot, point donation. C'était étrange. Quel était le rapport avec un acte de donation, s'il parlait de papier de retraite? Antoine revint une demi-heure plus tard, d'excellente humeur, la serra dans ses bras dans la cuisine, et l'embrassa tendrement dans le cou. « Ça fait du bien, quand maman passe nous voir, » dit-il. « Elle vit seule, elle s'ennuie. Et puis, on est juste à côté, ça permet de discuter un peu. » Antoine, c'était quoi, exactement, ces documents que vous regardiez? Demanda Valérie, sans détour. Son mari se figea une seconde, puis haussa les épaules. Je te l'ai dit, des trucs pour sa retraite. Elle veut demander une majoration pour ses années de pénibilité, alors elle me demandait conseil. Je pensais que c'était peut-être lié à l'immobilier, vu que j'ai trouvé un morceau d'acte de donation, par terre. Antoine jeta un coup d'œil rapide, vers l'endroit qu'elle désignait. Ah ça, c'est sûrement de la vieille paperasse. C'est peut-être tombé de ton sac? Tu manipules ce genre de documents,
à longueur de journée. L'explication semblait logique, mais, pour une raison qu'elle ignorait, Valérie n'était pas convaincue. Le soir venu, pendant qu'Antoine regardait un match de football, Valérie essaya de se remémorer ce qui lui avait paru si suspect dans le comportement de sa belle-mère. Sylvie avait toujours été une femme très directe, qui disait ce qu'elle pensait. Mais aujourd'hui, elle se tenait sur la réserve, comme si elle avait peur de dire un mot de trop. De plus, Antoine aussi, se comportait de manière inhabituelle. D'ordinaire, après les visites de sa mère, il se plaignait de ses remarques, ou racontait des ragots familiaux, mais là, il gardait le silence, comme s'il cachait quelque chose. Avant de s'endormir, Valérie resta longtemps éveillée, écoutant la respiration paisible de son mari. Quelque chose s'était brisé, dans leur vie si bien réglée. Elle le ressentait au plus profond d'elle-même, tout comme les personnes souffrant d'arthrose ressentent les changements de météo. Mais elle ne parvenait pas encore à comprendre de quoi il s'agissait exactement. Le lendemain matin, Antoine partit tôt au travail, prétextant une réunion importante avec un promoteur immobilier. Valérie, comme à son habitude, prit les sacs poubelles pour les jeter en allant au bureau. En descendant vers les conteneurs, elle remarqua que l'un d'eux débordait. Les voisins avaient encore jeté leurs sacs à côté, et la cour était jonchée de vieux papiers. En ramassant les détritus éparpillés, le regard de Valérie fut attiré par une écriture familière. Parmi les sacs déchirés et les restes de nourriture, se trouvait une feuille froissée, couverte de l'écriture d'Antoine. Elle ramassa le papier, et le lissa avec soin. Ce qu'elle y lut, fit rater un battement à son cœur. Acte de donation de biens immobiliers. Donatrice, Valérie Martin. Donataire, Sylvie Martin. Objet de la donation, appartement de 3 pièces, situé à l'adresse. Suivait l'adresse exacte de leur immeuble, et une description minutieuse de l'appartement. En bas de la page, figurait une date, celle du lendemain. Valérie relut le texte à 3 reprises, n'en croyant pas ses yeux. Il s'agissait bien du brouillon, d'un acte de donation de son propre appartement à sa belle-mère, rédigé de la main de son mari. Ses mains se mirent à trembler. Elle plia rapidement le papier, et le glissa dans son sac à main. Ses pensées s'emballaient. Pourquoi Antoine préparait-il un tel contrat, et surtout, pourquoi le faisait-il dans son dos? Toute la journée à l'étude, Valérie travailla de manière mécanique. Elle recevait les clients, rédigeait les actes, répondait aux questions, mais son esprit était complètement ailleurs. Le brouillon du contrat reposait dans son sac, et la brûlait de l'intérieur, comme une braise ardente. En fin de journée, elle prit la décision d'affronter son mari directement. Antoine rentra à la maison, de très bonne humeur, apportant des plats chinois pour le dîner. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, pendant qu'il disposait les boîtes sur la table. « Ça va, pas trop fatigué ?»« Antoine, il faut qu'on parle », déclara Valérie, en sortant la fameuse feuille de son sac. Son mari posa les yeux sur le document, et l'expression de son visage changea instantanément. Son sourire insouciant s'effaça, laissant place à une vive tension. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle d'une voix basse. « Dans la poubelle de la cour. Tu veux bien m'expliquer, pourquoi tu rédiges un acte de donation, pour mon appartement ?» Antoine s'assit en face d'elle, passa une main nerveuse dans ses cheveux, et garda le silence pendant une longue minute, cherchant visiblement une excuse plausible. « Écoute, ce n'est pas ce que tu crois, finit-il par dire. Maman m'a demandé de me renseigner sur la façon dont on rédige ce genre de document. Une de ses amies veut faire une donation à sa fille, et elle voulait juste l'aider. Et tu as décidé d'utiliser nos informations personnelles, comme exemple ? Bah oui, juste pour lui montrer à quoi ressemble un vrai contrat. Je ne suis pas juriste, tu sais, alors je me suis entraînée sur notre cas. L'explication semblait tenir la route, mais un détail clochait. Antoine, et pourquoi avoir mis la date de demain ? Si ce n'est qu'un modèle, pourquoi préciser une date exacte ? Son mari hésita. C'était juste pour que ça fasse plus réaliste, tu comprends. Maman devait montrer à sa copine comment remplir les cases correctement.
Et pourquoi tu ne m'en as pas parlé? D'habitude, on discute de tout, tous les deux. Mais c'est un détail sans importance. Je ne pensais pas que ça comptait. Désolée de ne pas t'avoir prévenu. Valérie regardait son mari, et savait pertinemment qu'il était en train de mentir. En 7 ans de mariage, elle avait appris à repérer le moindre de ses mensonges. Il avait cette façon bien à lui, d'éviter le contact visuel, et de fournir des détails inutiles, pour expliquer des choses évidentes. Très bien, dit-elle calmement. Dans ce cas, je vais appeler ta mère moi-même, et j'expliquerai toutes les subtilités juridiques à son ami. En tant que notaire, je suis la mieux placée pour le faire. Non, ce n'est pas la peine, répondit Antoine, avec beaucoup trop d'empressement. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas déranger maman avec ça. Elle a déjà donné les papiers à son ami, l'affaire est réglée. C'était un mensonge flagrant. Le reste de la soirée se déroula, dans une atmosphère extrêmement tendue. Antoine alluma la télévision, et fit semblant de regarder les informations. Valérie, assise avec un livre sur les genoux, était incapable de se concentrer sur sa lecture. Une seule question tournait en boucle dans sa tête, pourquoi son mari avait-il besoin d'un acte de donation pour son appartement? La nuit venue, elle mit un temps infini à trouver le sommeil. Antoine était allongé à ses côtés, respirant doucement, mais Valérie sentait bien qu'il ne dormait pas non plus. Un mur invisible, fait de méfiance et de non-dits, venait de s'ériger entre eux. Le lendemain matin, Valérie se réveilla avec un terrible mal de tête, et la ferme intention de tirer cette affaire au clair. Antoine, comme si de rien n'était, l'embrassa avant de partir, et lui souhaita une bonne journée. Cependant, son attitude semblait forcée, comme s'il jouait le rôle du mari parfait et attentionné. À l'étude, Valérie n'arrivait pas à se concentrer. Vers midi, n'y tenant plus, elle décida d'appeler Sylvie. « Allô, Sylvie? C'est Valérie. Comment allez-vous? » « Bonjour ma grande, » répondit sa belle-mère, d'un ton surpris. « Il se passe quelque chose? D'habitude, tu ne m'appelles jamais, pendant tes heures de travail. » « Rien de grave, je voulais juste savoir si votre ami avait pu s'en sortir avec ses documents. Antoine m'a dit que vous l'aviez conseillé pour la donation de son appartement. » Un long silence s'installa au bout du fil. « Quel ami? » finit par demander Sylvie, visiblement perdue. « Eh bien, celle qui veut donner son appartement à sa fille. Antoine m'a expliqué que vous lui aviez demandé de préparer un modèle de contrat. » « Ma chérie, je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Je n'ai conseillé personne, et je n'ai jamais demandé à Antoine de rédiger quoi que ce soit. » Le cœur de Valérie s'effondra. Antoine lui avait menti. Oh, j'ai sûrement dû confondre, tenta de rattraper Valérie, pour ne pas éveiller les soupçons. Il parlait peut-être de quelqu'un d'autre. Oui, c'est possible, accepta sa belle-mère, d'une voix hésitante. Dis-moi, tu ne couves pas quelque chose? Tu as une voix vraiment bizarre. Non, tout va bien, je suis juste un peu fatiguée. Allez, à ce week-end, Sylvie. Valérie raccrocha, et fixa le mur de son bureau. Antoine avait menti sur toute la ligne, concernant cette prétendue amie. Mais alors, dans quel but, et que signifiait réellement, ce mystérieux contrat? L'après-midi, elle fut incapable de se remettre au travail. Un essaim de pensées angoissantes bourdonnait dans sa tête. Pourquoi son mari préparait-il des actes juridiques, à son insu? Pourquoi mentait-il sur ses motivations? Et la question la plus effrayante, complotait-il quelque chose, pour lui prendre son appartement? Vers 16 heures, Thérèse, une de ses voisines d'immeuble, entra dans l'étude. Cette dame d'un certain âge, qui travaillait à l'école du quartier, venait souvent voir Valérie, pour faire certifier des documents. « Bonjour ma petite Valérie, » dit-elle, en s'installant dans le fauteuil réservé aux clients. « J'ai besoin de faire certifier cette attestation de revenus. Tu as 2 minutes? » Bien sûr, Thérèse, donnez-moi vos papiers. Pendant que Valérie préparait le document, sa voisine se mit à bavarder.
Il s'est passé une chose bien curieuse, hier dans notre cour. Des hommes sont arrivés dans de grosses voitures, et ils ont posé des questions sur les appartements. Il paraît que ce sont des acheteurs, qui cherchent un bien dans notre immeuble. Valérie leva brusquement la tête, de ses dossiers. Quels hommes? Oh, 2 hommes en costume cravate. Ils sont arrivés dans une grosse berline noire, très luxueuse. Ils ont fait le tour des entrées, et ont discuté avec plusieurs résidents. D'ailleurs, c'est très curieux, mais ils ont posé beaucoup de questions, spécifiquement sur ton appartement. Sur le mien? Valérie sentit un frisson glacial lui parcourir le dos. Et oui. Ils voulaient savoir qui y vivait, depuis combien de temps, et s'il y avait des retards de paiement, pour les charges de copropriété. Je leur ai répondu, que vous étiez des gens très bien, et tout à fait solvables. Ils notaient tout, dans un petit carnet. Et ils ne vous ont pas donné leur nom? Non, ils ont juste dit, qu'ils étaient agents immobiliers. Mais je les ai trouvés bien étranges, pour tout te dire. D'habitude, les agents sont souriants et bavards. Mais eux, ils étaient très froids, presque menaçants. Et leur voiture ne ressemblait pas à un véhicule d'agence, c'était vraiment du haut de gamme. Valérie apposa mécaniquement son tampon sur le document, et le rendit à sa voisine. Son esprit tournait à plein régime. Des hommes en costume, qui enquêtent sur son appartement. Son mari qui rédige un acte de donation, en cachette. Sa belle-mère qui a un comportement étrange. Tout cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. Thérèse, vous êtes absolument sûre qu'ils ont posé des questions sur mon appartement en particulier? J'en mettrai ma main au feu. 4e étage, appartement 47. Ils ont même pris des notes sur l'agencement, et ont demandé quand les derniers travaux avaient été réalisés. Après le départ de sa voisine, Valérie resta assise à son bureau, pendant plus d'une demi-heure, essayant d'assembler les pièces du puzzle. Le résultat de ses réflexions était pour le moins terrifiant. Antoine préparait en secret une donation de son appartement. Sylvie était impliquée, d'une manière ou d'une autre. Et des inconnus collectaient des informations sur son bien immobilier. Dans quel but? Et surtout, était-ce dirigé contre elle, ou s'était-elle retrouvée par hasard, mêlée à une sombre histoire? Valérie rentra chez elle, la boule au ventre. Son premier réflexe fut de vouloir confronter Antoine, pour obtenir la vérité, mais son intuition lui soufflait qu'une confrontation directe serait une grave erreur. Si un complot se tramait réellement contre elle, il valait mieux ne pas montrer qu'elle avait découvert le pot aux roses. Le lendemain matin, Valérie décida de jouer la carte de l'ignorance. Pendant qu'il prenait le petit déjeuner, Antoine faisait défiler les actualités sur son téléphone, affichant un calme absolu. Un calme bien trop parfait, pour un homme qui avait été pris en flagrant délit de mensonge, la veille. « Dis-moi, Antoine, » lança-t-elle, en beurrant sa tartine. « Tu n'as pas trouvé que ta mère avait d'un comportement étrange, lundi dernier? J'ai eu l'impression qu'elle était contrariée par quelque chose. » Son mari détacha les yeux de son écran. « Qu'est-ce qui te fait dire ça? » Elle était comme d'habitude. « Je ne sais pas, c'est juste une impression. Je l'ai trouvée très sur la réserve. Généralement, elle participe beaucoup plus à la conversation. » Oh, tu sais comment c'est, elle était sûrement juste fatiguée. À son âge, c'est normal. Valérie hocha la tête, sans insister, mais elle remarqua très bien qu'Antoine accordait soudainement une attention démesurée à ses propos, comme s'il craignait qu'elle ne laisse échapper une information cruciale. La journée à l'étude se déroula sans incident. Valérie enchaîna les rendez-vous, s'efforçant de repousser ses soucis personnels. Mais au fil des heures, la tension montait inexorablement. Elle voulait enfin comprendre ce qui se tramait dans son dos. Lorsqu'elle rentra chez elle, vers 18h, Antoine n'était pas encore rentré. Ces derniers temps, il s'attardait de plus en plus tard au travail. Valérie se changea et fila dans la cuisine pour préparer le dîner. Elle alluma la radio pour briser le silence oppressant de l'appartement. Aux alentours de 19h, le téléphone d'Antoine,
qu'il avait oublié sur la table de la cuisine, se mit à sonner. L'écran affichait le nom de Sylvie. Comme l'appareil était réglé sur haut-parleur, Valérie entendit distinctement le message que laissa sa belle-mère sur le répondeur. « Mon fils, rappelle-moi dès que tu auras une minute. Ces hommes ont encore appelé. Ils disent qu'il faut accélérer les choses. Oui, je sais bien qu'on manque de temps. Mais elle refuse toujours de signer. Demande-leur de nous accorder une semaine de plus. Ou au moins, 5 jours, s'ils ne veulent pas. » Valérie resta pétrifiée, la louche à la main. Ainsi, quelqu'un exerçait une pression sur sa belle-mère, exigeant qu'elle, Valérie, signe des documents au plus vite. Et le temps leur était compté. Le tableau devenait soudain d'une clarté effrayante. Une véritable machination était en train de se mettre en place, contre elle. Leur objectif était de la forcer à signer des documents, et il s'agissait très probablement de cet acte de donation. Sylvie était complice, bien qu'agissant manifestement sous la contrainte. Mais le pire, c'était qu'Antoine était visiblement le cerveau de toute l'opération. La violence de cette réalisation la poussa à s'effondrer sur une chaise. L'homme avec qui elle partageait sa vie, depuis 7 ans, conspirait pour lui dérober son appartement. Ce bien, qu'elle avait acheté avec ses propres économies, bien avant leur mariage. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui pouvait justifier une telle trahison ? Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était un numéro inconnu. Valérie ne décrocha pas, mais la voix masculine qui laissa un message résonna dans le silence de la cuisine. « Monsieur Martin, nous avions rendez-vous pour demain. Les contrats sont prêts. Il nous faut impérativement les originaux et la signature de la propriétaire. Le temps presse, comme je vous l'ai déjà expliqué. » Le répondeur coupa l'enregistrement. Valérie sentit ses mains se mettre à trembler, de manière incontrôlable. Cela signifiait qu'une rencontre cruciale était prévue pour le lendemain, et qu'ils attendaient d'elle qu'elle signe ces fameux papiers. Antoine rentra une demi-heure plus tard. Il pénétra dans la cuisine, et aperçut immédiatement son téléphone, sur la table. « Ah, j'avais oublié mon portable, » dit-il, en consultant frénétiquement ses appels en absence. Son visage se tendit imperceptiblement. « Je dois passer un coup de fil à ma mère. » Il s'éclipsa dans le couloir, et Valérie réussit à capter des bribes de la conversation. « Oui, j'ai écouté ton message. Je sais qu'ils mettent la pression. » Non, pour l'instant, elle ne se doute de rien. On essaiera la méthode douce demain. Et si ça ne marche pas, alors on passera à... Il baissa tellement la voix, qu'il fut impossible de saisir la fin de sa phrase. Pendant le dîner, Antoine se montra exceptionnellement affectueux, lui posant des questions sur sa journée, racontant des anecdotes amusantes sur ses collègues, et proposant même une escapade pour le week-end, dans la maison de campagne de son oncle. Valérie donna le change, mais son cœur était serré par l'angoisse. Elle savait que le lendemain, le piège allait se refermer sur elle. Ils allaient tenter de lui extorquer sa signature, mais elle ignorait encore comment ils procéderaient, et quelles seraient les conséquences de son refus. Avant de se coucher, pendant qu'Antoine prenait sa douche, Valérie inspecta rapidement son téléphone. Dans les derniers messages, figuraient des échanges avec des numéros masqués, et un SMS de Sylvie, « C'est confirmé pour demain, 19h. Fais tout ton possible pour la convaincre. » Le rendez-vous décisif était donc fixé, au lendemain soir, à 19h. Valérie se glissa sous les draps, fermement décidée à affronter la tempête. Peu importe ce que son mari et sa belle-mère avaient manigancé, elle ne se laisserait pas faire. Pourtant, au fond d'elle-même, la peur l'envahissait. Il était terrifiant de réaliser que l'être qu'elle aimait le plus au monde était capable d'une telle traîtrise. Et l'angoisse grandissait encore, en se demandant jusqu'où il serait prêt à aller, pour parvenir à ses fins. En trouvant finalement le sommeil, Valérie prit conscience que sa vie paisible venait de voler en éclats. Des épreuves redoutables l'attendaient, et elle n'y était pas du tout préparée. Mais une chose était sûre, jamais elle ne céderait son appartement. C'était son foyer, son refuge, et elle se battrait jusqu'au bout pour le protéger. Sa dernière pensée avant de sombrer
fut une promesse à elle-même, demain, elle découvrirait la vérité, quel qu'en soit le prix. La journée du vendredi débuta avec la sonnerie stridente du réveil. Valérie ouvrit les yeux, avec la certitude écrasante, qu'un événement majeur allait se produire aujourd'hui. La conversation volée de la veille, tournait en boucle dans sa tête, confirmée pour demain, 19 h. C'était le jour J. Antoine faisait comme si de rien n'était. Il prit son café, consulta les actualités sur son smartphone, et se prépara pour aller travailler. Pourtant, Valérie ne manqua pas de remarquer les coups d'œil furtifs qu'il jetait à sa montre, et la façon dont il vérifiait nerveusement ses messages. « Je risque de rentrer un peu tard ce soir, dit-il, en déposant un baiser sur sa joue. J'ai une grosse réunion de prévue. Quel genre de réunion ? Demanda Valérie, d'un ton faussement naïf. Oh, avec un gros promoteur de la région. On négocie sur un nouveau projet. Ça risque de déborder, jusqu'à 21 h. Un mensonge de plus. Valérie hocha la tête, et lui souhaita une bonne journée, mais la peur lui tenaillait le ventre. La rencontre allait bien avoir lieu, et Antoine tentait désespérément de la maintenir dans l'ignorance. Une fois arrivée à l'étude, Valérie fit de son mieux pour travailler, mais son esprit était accaparé par le drame qui se jouait chez elle. Elle devait agir, mais elle ignorait encore comment. Entrer dans une confrontation ouverte risquait de se retourner contre elle, surtout face à des individus organisés. Mieux valait continuer à jouer les ignorantes. C'est à l'heure du déjeuner qu'une idée lui vint à l'esprit. Elle allait faire jouer son réseau professionnel pour savoir si Antoine ou Sylvie avaient sollicité d'autres études notariales dans la ville. S'ils préparaient un montage financier ou immobilier, ils avaient très certainement cherché un notaire qui ne les connaissait pas personnellement. Sa première pensée fut d'appeler Marie, une consoeur installée rue Jean Jaurès. Elle se connaissait depuis une dizaine d'années et avait souvent l'habitude d'échanger sur des dossiers complexes. « Coucou Marie, comment ça va ? Comment ça Valérie ? Dis-moi, par le plus grand des hasards, est-ce que tu aurais reçu la visite d'une dame d'une 60aine d'années, nommée Sylvie Martin, ces derniers jours ?» Sylvie Martin, réfléchit Marie, à l'autre bout du fil. Ah, mais oui, tout à fait. Elle est passée à l'étude, il y a environ 3 jours. Elle voulait obtenir une estimation officielle de la valeur marchande d'un appartement. Une dame plutôt insistante, d'ailleurs. Le cœur de Valérie manqua un battement. Sa belle-mère cherchait donc à évaluer le prix de son appartement. Tu ne te souviendrais pas de l'adresse, par hasard ? Bien sûr que si, je m'en souviens. Ce qui m'a paru bizarre, c'est qu'elle demandait une estimation pour un appartement qui ne lui appartenait pas. Elle a prétexté qu'elle rendait service à sa nièce, qui vivait soi-disant à l'étranger. Et au fait, Valérie, c'était l'adresse de ton immeuble. Le 12 rue de la République, appartement 47. Un frisson d'horreur parcourut la colonne vertébrale de Valérie. Mon appartement ? Tu en es absolument certaine ? Affirmative. Je me suis même dit que la coïncidence était amusante, en pensant que vous aviez peut-être des liens de parenté. Évidemment, j'ai refusé de lui fournir le document. Elle n'avait aucun titre de propriété, ni aucun mandat pour justifier sa requête. Marie, est-ce qu'elle t'a dit pourquoi elle avait besoin de cette évaluation ? Elle prétendait que sa nièce voulait mettre l'appartement en vente, et qu'elle avait besoin de connaître sa valeur réelle sur le marché. Mais j'ai trouvé ça louche, généralement on ne passe pas par un notaire, juste pour ça. Les agences immobilières s'en chargent très bien toutes seules. Après avoir raccroché, Valérie n'avait plus l'ombre d'un doute. Sylvie tentait de faire estimer son appartement, dans son dos. Pourquoi ? La réponse était évidente, pour savoir exactement quelle somme elle pourrait en tirer, lors d'une revente après la donation. Décidée à creuser davantage, Valérie appela d'autres études. Elle contacta Stéphane, un confrère installé dans le centre-ville. Bonjour Stéphane. Excuse-moi de te déranger, mais aurais-tu reçu la visite d'un certain Antoine Martin ? Un homme grand, brun, d'environ 38 ans. Martin ? Ça ne me dit rien. Pourquoi ?
C'est au sujet de quoi? Oh, c'est pour une affaire de famille. Il venait peut-être, pour se renseigner sur un acte de donation? Ah, une donation? Oui, ça me revient. Il est venu avant-hier. Il posait beaucoup de questions sur la procédure pour donner un appartement à un membre de sa famille, mais il n'avait aucun papier sur lui. Il a dit qu'il venait juste au renseignement. Et par curiosité, est-ce qu'il t'a demandé s'il était possible de faire une donation sans que le propriétaire soit présent physiquement? En effet. Je lui ai formellement expliqué que c'était impossible. Le donateur doit obligatoirement se présenter en personne à l'étude pour consentir à l'acte. Il avait l'air vraiment contrarié, en m'expliquant que sa femme travaillait énormément et n'avait jamais le temps de se déplacer. Le complot devenait limpide. Antoine avait cherché une faille juridique pour faire transférer la propriété de l'appartement sans son accord. Confronté à l'impossibilité de la chose, il s'était tourné vers une méthode beaucoup plus radicale. Valérie passa le reste de l'après-midi, plongée dans ses réflexions. À la fin de la journée, elle avait réussi à reconstituer l'ensemble du scénario. Antoine et Sylvie avaient l'intention de la contraindre à signer ce fameux acte de donation. Sylvie ne serait qu'un prête-nom, le but ultime étant la revente immédiate du bien. Mais quel était le mobile? Qu'est-ce qui avait poussé son mari à fomenter une telle escroquerie? Le trajet du retour fut éprouvant. La confrontation tant redoutée approchait, et Valérie devait choisir sa stratégie, continuer à faire l'autruche, ou exiger immédiatement des explications. L'appartement était plongé dans le silence. Antoine n'était pas encore là, alors qu'en temps normal, il rentrait aux alentours de 19h. Valérie mit une tenue confortable, et s'installa dans le salon pour l'attendre. À 19h30 précise, l'interphone retentit. « Oui, c'est qui ?» demanda-t-elle. « Ma chérie, c'est nous », répondit la voix de Sylvie. « Ouvre la porte, s'il te plaît. » Ce « nous » en disait long. Valérie appuya sur le bouton de déverrouillage et se posta dans l'entrée. Dans les escaliers, résonnaient les bruits de pas de plusieurs personnes, des voix masculines graves, et le claquement des talons de sa belle-mère. La porte d'entrée s'ouvrit, laissant passer Sylvie, suivie de 2 hommes en costume que Valérie n'avait jamais vus. Le premier, d'une 50aine d'années, tenait un porte-documents à la main. Le second, plus jeune et très baraqué, lui lança un regard particulièrement hostile. « Valérie, je te présente », commença Sylvie, d'un ton faussement joyeux. « Voici maître Vincent, notre conseiller juridique. Et voici son assistant, Hugo. Ils sont venus pour nous aider à finaliser les documents. » « Quels documents ?» demanda Valérie, feignant l'incompréhension. « Mais enfin, on en a déjà discuté, » s'empressa d'ajouter sa belle-mère. « L'optimisation fiscale, tu t'en souviens? Il faut juste que tu mettes l'appartement à mon nom, pour qu'on puisse payer moins d'impôts. » L'homme plus âgé ouvrit sa sacoche, et en sortit une liasse de feuilles. « La procédure est très classique, » déclara-t-il, d'un ton professionnel. C'est un acte de donation immobilière. C'est une simple formalité pour l'administration fiscale. Vous apposez votre signature ici, et nous nous occupons de faire enregistrer l'acte au service de la publicité foncière, dès ce soir. Valérie prit le contrat entre ses mains, et commença à le parcourir. Le texte était tout à fait standard. Elle y renonçait à ses droits de propriété, au profit de sa belle-mère, de manière définitive et irrévocable. Il n'y avait aucune mention d'un quelconque montage temporaire ou d'optimisation fiscale. « Excusez-moi, mais je ne comprends pas très bien, » dit-elle, en fixant le prétendu juriste. « Il est stipulé ici que je fais don de mon appartement de manière irrévocable. En quoi cela nous aide-t-il à payer moins d'impôts ?» Les 2 hommes échangèrent un regard entendu avec Sylvie. « C'est une question de montage juridique, voyez-vous », tenta d'expliquer l'homme. Sur le papier, le transfert de propriété est définitif, mais dans les faits, vous restez la véritable propriétaire. Officiellement, le bien sera simplement enregistré au nom de Madame Martin. Et si un jour, je souhaite récupérer mon bien à mon nom? Il n'y aura aucun problème.
Madame Martin fera une donation en sens inverse. C'est l'affaire de quelques jours. C'était un mensonge, et Valérie le savait pertinemment. Si elle signait ce bout de papier, l'appartement appartiendrait légalement à Sylvie, et absolument rien ne l'obligerait à le restituer par la suite. Je préfère en discuter avec mon mari, affirma Valérie. Où est passé Antoine? Mon garçon a eu un petit contretemps, répondit Sylvie. Mais il est entièrement d'accord. Nous avons élaboré ce plan, tous les deux. Dans ce cas, on l'attendra. Je refuse de signer un document d'une telle importance, sans la présence de mon mari. Le visage du juriste se rembrunit considérablement. Madame, je crains que vous ne saisissiez pas l'urgence de la situation. Le dossier doit être validé dès ce soir. Demain, le délai légal pour bénéficier de l'exonération sera dépassé. Si nous laissons passer cette chance, vous devrez payer l'intégralité des taxes. Quelles taxes? Pour quel motif? Valérie avait décidé de jouer la comédie, jusqu'au bout. Les deux hommes se regardèrent à nouveau. Ils avaient manifestement cru que l'affaire serait pliée en 2 minutes. Valérie, ne sois pas puérile, gémit sa belle-mère. Antoine t'a tout expliqué. Signe ces papiers, et on n'en parle plus. J'ai dit que j'attendais Antoine. Sur ces mots, la clé tourna dans la serrure, et Antoine fit son apparition. En découvrant le comité d'accueil, il se crispa légèrement, mais retrouva vite sa contenance. « Ah, vous êtes déjà là » s'exclama-t-il, avec un enthousiasme forcé. « Valérie, ce sont les spécialistes, dont je t'avais parlé. Allez, on signe ça rapidement. Antoine, veux-tu bien m'expliquer une nouvelle fois, pourquoi je dois faire don de mon appartement, à ta mère ?» Son mari s'approcha, et lui posa affectueusement les mains sur les épaules. « Mais enfin mon amour, c'est juste un montage temporaire pour les impôts. L'économie réalisée est vraiment importante. Et que se passera-t-il, si ta mère refuse de me le rendre plus tard? Comment oses-tu dire une chose pareille, s'indigna Sylvie. Tu me prends pour une voleuse, ou quoi? Valérie comprit que la comédie avait assez duré, et qu'il était temps d'abattre ses cartes. Non, déclara-t-elle, d'un ton catégorique. Je ne signerai absolument rien du tout. Je veux d'abord étudier la question par moi-même. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Antoine serrait les dents, la mâchoire contractée. Le visage de sa belle-mère était livide. Les deux faux juristes la dévisageaient, avec une froideur menaçante. Madame, finit par articuler le plus âgé des deux hommes. Je crois que vous ne prenez pas la pleine mesure de la situation. Ce document doit être signé. Ce n'est pas une option. Sa voix, calme mais tranchante, résonnait comme une menace explicite. Et que se passera-t-il, si je m'y oppose? Les conséquences seront très fâcheuses, pour vous. La partie était terminée, Valérie le savait. Ces individus n'avaient rien de juriste, et il n'y avait jamais eu de quelconque optimisation fiscale. C'était une vaste escroquerie, orchestrée contre elle. Sortez immédiatement de chez moi, ordonna-t-elle, en essayant de masquer le tremblement de sa voix. Tout de suite. Antoine fit un pas vers elle. Valérie, tu fais une grosse erreur. Je comprends très bien ce qui se passe, Antoine. Je suis notaire, au cas où tu l'aurais oublié. Votre petite histoire de défiscalisation ne tient pas debout. C'est une tentative d'extorsion, et je vais de ce pas appeler la police. Elle fit un mouvement vers le téléphone du salon, mais le plus jeune des deux hommes lui saisit violemment le bras. Tu ne vas appeler personne, siffla-t-il entre ses dents. Tu vas t'asseoir bien sagement, et tu vas faire ce qu'on te dit. Hugo, lâche-la, intervint le plus âgé. Restons courtois. Madame, réglons ce problème en adulte. Vous signez ce document, et nous quittons les lieux. Et si je refuse? Dans ce cas, nous serons dans l'obligation d'employer des méthodes de persuasion beaucoup moins agréables. Valérie regarda autour d'elle. Antoine se tenait devant la porte, lui bloquant toute issue.
Sa belle-mère était assise sur le canapé, tremblante, et se cachait le visage. Les deux hommes la fixaient, avec une agressivité de moins en moins dissimulée. La situation devenait critique, mais Valérie n'avait aucune intention de céder. « Très bien, » répondit-elle. « Alors dites-moi la vérité. Pourquoi voulez-vous mon appartement, et qui êtes-vous réellement ?» La journée du samedi commença comme un véritable cauchemar. Valérie se réveilla dans son lit, mais son appartement était occupé par des étrangers. Antoine avait dormi sur le canapé du salon, et le dénommé Hugo roupillait dans un fauteuil. La porte de sa chambre avait été laissée entr'ouverte, et il était évident qu'elle était séquestrée chez elle. La soirée de la veille s'était soldée par un bras de fer. Les prétendus juristes avaient refusé de décliner leur véritable identité ou d'expliquer leur motivation. Ils avaient seulement laissé entendre que Sylvie avait contracté de très graves problèmes et que la cession de l'appartement était le seul moyen de les effacer. Face au refus catégorique de Valérie, il lui avait signifié qu'elle resterait confinée chez elle jusqu'à ce qu'elle change d'avis. Toutes ses tentatives pour appeler à l'aide avaient été déjouées, son portable lui avait été confisqué et le câble du téléphone fixe avait été arraché. Elle était coupée du monde. Antoine avait pris soin de l'éviter toute la soirée, se contentant de lui lancer des regards fuyants et de murmurer des choses à l'oreille de sa mère. Sylvie, quant à elle, semblait terrifiée et totalement accablée. Au matin, le statu quo demeurait. Au cours du petit déjeuner, Valérie tenta d'obtenir des réponses de son mari. « Antoine, explique-moi ce qui se passe. Qui sont ces gens, et que veulent-ils au juste ?» Son mari baissa les yeux, mal à l'aise. « Je ne voulais pas qu'on en arrive là, Valérie. Mais maman s'est attirée de très gros ennuis. L'appartement est la seule solution pour s'en sortir. » Quels ennuis? De quoi est-ce que tu parles? Elle doit de l'argent. Une très grosse somme. Et maintenant, on lui réclame son dû. À qui doit-elle cet argent? Et en quoi cela concerne-t-il mon appartement? Antoine resta muet. Valérie se tourna alors vers sa belle-mère. Sylvie, je veux la vérité. Que s'est-il passé? La vieille dame éclata en sanglots. Valérie, je te jure que ce n'était pas mon intention. Je me suis fait avoir. On m'a proposé un investissement avec des rendements faramineux. J'y ai englouti toutes mes économies, et il s'est avéré que c'était une escroquerie monumentale. De quelle somme parlons-nous? 200 000 euros. Valérie poussa une exclamation de stupeur. Une retraitée ne pouvait pas avoir amassé une telle fortune. Comment avez-vous pu trouver 200 000 euros? J'ai souscrit des crédits dans plusieurs banques. Ils m'avaient promis que je pourrais rembourser le mois suivant, avec les intérêts gagnés. Le voile se levait enfin, Sylvie était tombée dans le piège de faux courtiers en investissement. Elle s'était lourdement endettée et avait tout perdu. Aujourd'hui, les créanciers venaient réclamer leur dû. Et donc, vous voulez solder vos dettes bancaires avec mon appartement? Ce ne sont plus des banques, murmura Antoine. Comme maman ne pouvait plus rembourser, les banques ont revendu les créances à des sociétés de recouvrement. C'est eux qui réclament l'argent, aujourd'hui. Le monde de Valérie s'effondrait. Les hommes en costume étaient donc des agents de recouvrement, et son appartement devait servir de monnaie d'échange pour éponger les dettes de sa belle-mère. Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Ce ne sont pas mes dettes. Tu ne saisis pas, reprit Antoine, en choisissant ses mots avec difficulté. Ils m'ont clairement fait comprendre que si maman ne payait pas, toute la famille en subirait les conséquences, y compris nous. Ce sont des menaces. C'est à la police qu'il faut s'adresser, pas leur donner mon appartement. Valérie, ces gens-là ne plaisantent pas. Ils ont le bras long, et des appuis partout. Ils pourraient très bien faire saisir l'appartement légalement, ou pire, nous piéger pour nous envoyer en prison. Valérie scrutait son mari, et peinait à le reconnaître. Comment cet homme avait-il pu devenir si lâche et si manipulable? Comment pouvait-il accepter de sacrifier son foyer pour réparer les erreurs des autres?
Antoine, cet appartement est à moi. Je l'ai acheté avec mon argent, bien avant notre mariage. Tu n'as aucun droit dessus. Nous sommes une famille, Valérie. On doit se serrer les coudes. Se serrer les coudes? Oui. Mais pas se laisser dépouiller de tout ce qu'on possède, à cause de la naïveté de quelqu'un d'autre. La voix d'Hugo, qui écoutait la conversation depuis le salon, retentit. Écoutez bien, petite dame, lança-t-il d'un ton narquois. Arrêtez de jouer les effarouchés. Vous finirez par signer, d'une manière ou d'une autre. La seule question, c'est de savoir si ça se fera en douceur, ou dans la douleur. Et si je refuse? Ça va très mal se terminer pour vous. Notre patience a des limites. Le reste de la journée s'écoula, dans une angoisse insoutenable. Enfermée dans sa chambre, Valérie se creusait la tête pour trouver une échappatoire. Chaque tentative d'entrer en contact, avec le monde extérieur, était systématiquement bloquée par Hugo, qui ne la quittait pas des yeux. En fin de journée, Maître Vincent, le faux juriste, refit son apparition avec un nouveau jeu de documents. Madame, ne faites pas traîner les choses, conseilla-t-il. Chaque jour de perdu aggrave votre cas. Et si je signe, quelle preuve ai-je que vous nous laisserez tranquilles? Vous avez ma parole. Désolé, mais la parole d'un recouvreur de dettes, ça ne vaut rien à mes yeux. L'homme fronça les sourcils. Dans ce cas, notre discussion de demain sera beaucoup moins cordiale. Je vous conseille de réfléchir cette nuit. La nuit fut une véritable torture. Allongée dans le noir, Valérie cherchait frénétiquement une issue. Il fallait qu'elle trouve le moyen d'alerter ses proches. Mais les lignes étaient coupées, et ses moindres faits et gestes étaient surveillés. Pourtant, au matin, un événement totalement inattendu se produisit. Le dimanche matin, un vacarme assourdissant la tira du sommeil. Depuis le salon, la voix d'Antoine résonnait, en pleine dispute avec une personne inconnue. Valérie entr'ouvrit doucement la porte de sa chambre, et aperçut une jeune femme élégante, accompagnée d'un petit garçon d'environ 5 ans. Elle s'en prenait violemment à Antoine. « Tu m'avais promis que tout serait réglé pour la fin du mois », hurlait l'inconnu. Maxime s'est déjà fait à l'idée qu'on aurait enfin un bel appartement, et non plus ce taudis. Céline, calme-toi, je t'en supplie, tentait de l'apaiser Antoine. Laisse-moi encore quelques jours, tout est sous contrôle. Quelques jours? Ça fait 6 mois que tu me sors la même excuse. J'en ai marre d'attendre. Valérie resta figée sur place. 6 mois. Toute cette machination avait donc débuté, bien avant les ennuis financiers de Sylvie. La femme remarqua soudain la présence de Valérie, dans l'encadrement de la porte. « Tiens, c'est donc elle, la fameuse épouse » demanda-t-elle avec un ricanement méprisant. « Celle qui s'accroche au mur ?» Céline, arrête, je t'en prie, tenta d'intervenir Antoine. « Franchement, ma pauvre, pourquoi tu t'accroches à ce trou-à-rats » lança la femme à l'adresse de Valérie. Antoine a été clair, Maxime et moi, on emménage ici. Et toi, on te trouvera un petit studio de misère, quelque part. Le monde de Valérie bascula. L'histoire des agents de recouvrement, et des dettes de sa belle-mère, n'était qu'une gigantesque mise en scène. La réalité était bien plus sordide, Antoine menait une double vie avec cette Céline, et lui avait promis de l'installer dans cet appartement. « Alors comme ça, tu m'as menti depuis le début » demanda Valérie, d'une voix presque inaudible. Antoine détourna le regard, incapable de lui faire face. « Bon, ça suffit les scènes de ménage » trancha Hugo. « On s'en fiche de savoir qui va récupérer l'appart. L'essentiel, c'est que la paperasse soit signée. » Mais Valérie ne l'écoutait plus. L'ignoble puzzle prenait enfin forme, dans son esprit. Antoine avait une liaison avec Céline, et lui avait fait miroiter son appartement. Lorsque sa mère s'était réellement retrouvée surendettée, Antoine y avait vu l'opportunité rêvée de faire d'une pierre 2 coups, céder l'appartement aux créanciers de sa mère, pour ensuite le racheter à un prix dérisoire, et y loger sa maîtresse. Un plan d'un machiavélisme absolu. « Sortez immédiatement de chez moi » ordonna Valérie, en fixant Céline droit dans les yeux.
Vous tous. Du balai. Tu rêves, ma grande, ricana l'autre. Tu es bientôt à la rue, c'est chez moi ici. Jamais de la vie. On verra ça. Céline tourna les talons, et claqua bruyamment la porte, suivie de près par Antoine. Seuls restèrent Valérie, Sylvie, et les deux hommes de main. Sylvie sanglotait silencieusement, recroquevillée sur le canapé. « Je te jure que j'ignorais l'existence de cette femme, » murmura-t-elle, dévastée. Antoine m'avait juré que c'était uniquement pour effacer mes dettes. Valérie comprit alors que sa belle-mère avait, elle aussi, été manipulée. Antoine avait instrumentalisé les problèmes de sa propre mère pour accomplir ses sombres desseins. Sylvie, dites-moi toute la vérité sur ces dettes. Quand est-ce que ça a commencé? Il y a environ 3 mois. On m'a contacté pour placer mon argent dans une société, en me garantissant des rendements exceptionnels. Et Antoine était au courant? Bien sûr, je lui en ai parlé. C'est lui qui m'a poussé à le faire, en me disant que c'était l'occasion du siècle. Une nouvelle pièce du puzzle s'emboîta. Non seulement Antoine savait, mais c'était très probablement lui qui l'avait poussé dans les bras des escrocs, voire présenté à eux. En fin de journée, l'heure de l'ultimatum sonna. Maître Vincent revint à la charge. « Madame, nos clients perdent patience. Demain matin à la première heure, vous signez ces actes, sans quoi, nous serons forcés d'employer les grands moyens. » De quels moyens parlez-vous? Des moyens qui vous feront amèrement regretter votre entêtement. Je dois prendre ça pour une menace? Prenez-le comme un avertissement très sérieux. Valérie sut alors que le lendemain serait le jour de l'affrontement final. Soit elle parvenait à se sortir de ce guêpier, soit elle perdrait absolument tout. Une nouvelle nuit blanche s'annonçait, mais cette fois-ci, un plan désespéré prenait forme dans son esprit. C'était un coup de poker extrêmement risqué, mais c'était son unique chance de survie. La journée du lundi marqua l'apogée de cette terrifiante machination. Valérie se réveilla, habitée par une détermination farouche. Elle ne céderait pas son appartement, même sous la menace physique. Antoine rentra tôt le matin, les traits tirés, l'air furieux. Il avait visiblement passé la nuit chez Céline, et s'était fait copieusement remonter les bretelles. « Valérie, arrête tes gamineries, cracha-t-il, à peine le seuil franchi. Tu signes ces papiers, et on en finit avec cette mascarade. Et si je maintiens mon refus? Alors tu vas passer un très sale quart d'heure. » La haine qui déformait le visage de son mari prouvait que les masques étaient définitivement tombés. L'homme qui se tenait devant elle n'était plus son conjoint, mais un ennemi impitoyable. Vers midi, tous les protagonistes étaient réunis dans le salon, les agents de recouvrement, Antoine, Sylvie et Valérie. Les contrats étaient étalés sur la table du salon. « C'est votre ultime chance de régler cette affaire à l'amiable, » déclara maître Vincent. « Vous signez, et dans 1 heure, tout est terminé. Et si je dis non? Alors nous activerons le plan B. » Et quel est ce fameux plan? L'homme tira un nouveau document de son épaisse sacoche. Voici une attestation, émanant d'un hôpital psychiatrique réputé, certifiant que vous souffrez de paranoïa sévère. Suivi d'une expertise médicale, demandant votre placement immédiat sous tutelle, et la décision de justice préliminaire, nommant votre époux comme tuteur légal. Valérie saisit les feuillets, les mains tremblantes. Tout semblait d'une authenticité troublante, les tampons de la République, les signatures des médecins, les en-têtes officielles des tribunaux. « C'est un ramassis de faux, » murmura-t-elle. « Essayez donc de le prouver, » sourit le faux avocat, d'un air méprisant. « Demain, ce dossier sera déposé au greffe du tribunal. D'ici 1 semaine, vous serez déclaré incapable majeur, et votre cher époux n'aura plus besoin de votre accord pour vendre cet appartement. » « Antoine, tu n'oserais pas faire une chose pareille, » lança Valérie à son mari. « Oh que si, » répondit-il froidement. « Et je n'hésiterai pas 1 seconde, si tu ne te montres pas raisonnable. » Le piège s'était refermé sur elle. Ces gens disposaient d'un réseau tentaculaire,
capable de corrompre médecins et fonctionnaires, pour fabriquer des documents inattaquables. Combien de temps me donnez-vous, pour prendre une décision? Vous avez jusqu'à ce soir, trancha l'avocat. À 19h pétantes, vous signez, ou nous lançons la procédure de mise sous tutelle. Les hommes quittèrent l'appartement, la laissant seule avec Antoine et Sylvie. La vieille femme pleurait silencieusement, le visage enfoui dans ses mains. Antoine, es-tu sérieusement prêt à me faire interner, juste pour les beaux yeux d'une autre femme? Il ne s'agit pas d'une autre femme. Il s'agit de la mère de mon fils. Le choc fut terrible. La maîtresse d'Antoine avait donc eu un enfant de lui. Ton fils, répéta Valérie, sonnée. Parfaitement. Maxime est mon fils de sang, et je veux qu'il grandisse dans un bel appartement, pas dans un minable studio de banlieue. Et moi, tu y as pensé? Où suis-je censé vivre? Tu te débrouilleras. Tu es jeune, tu as un bon travail. Pour Céline, avec un gamin à charge, c'est beaucoup plus compliqué. Valérie dévisageait cet homme, avec qui elle avait partagé cette année de sa vie, et se rendait compte qu'elle ne l'avait jamais vraiment connu. Comment avait-il pu devenir un être aussi abject? Et depuis combien de temps dure cette mascarade? Ça fait 1 an et demi. La blessure s'agrandit encore. Depuis 18 mois, il menait une double vie, dormant à ses côtés, tout en préparant méticuleusement sa ruine. Pourquoi être resté avec moi, alors? Et où voulais-tu que j'aille? Le studio de Céline est minuscule, on se marchait dessus. Je n'avais pas le choix, je devais prendre mon mal en patience, jusqu'à ce que l'appartement soit à moi. Le cynisme de sa réponse lui donna la nausée. Elle n'avait été qu'une vulgaire colocataire, le temps qu'il échafaude son plan de spoliation. Et l'endettement de ta mère, c'était aussi un coup monté? Antoine esquissa un sourire narquois. Maman s'est vraiment fait arnaquer, mais j'y ai vu une opportunité en or. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire d'une pierre 2 coups? Les créanciers récupèrent ton appartement, et moi je leur rachète, pour une bouchée de pain. C'est à la fois diabolique, et d'une lâcheté sans nom. C'est la loi de la jungle, ma pauvre Valérie. Seuls les plus forts survivent. L'après-midi entière s'écoula dans une atmosphère poisseuse. La situation semblait désespérée. Face à elle, se dressait un véritable syndicat du crime, aux ramifications étendues. Valérie n'avait ni les moyens de s'offrir un ténor du barreau, ni les appuis nécessaires pour se défendre, mais il était hors de question de s'avouer vaincue. Aux alentours de 18h, son plan d'attaque était prêt. C'était audacieux, suicidaire même, mais c'était sa dernière carte. Elle allait jouer son va-tout. À 18h30, la milice de recouvrement fit son entrée dans l'appartement. Maître Vincent arborait un sourire satisfait, sûr de sa victoire. Alors, chère madame, j'ose espérer que la raison l'a emporté? C'est exact, répondit Valérie d'une voix calme. Donnez-moi ce stylo, je vais signer. Antoine laissa échapper un profond soupir de soulagement. Les larmes de Sylvie se tarirent instantanément. Excellente décision, s'enorgueillit le juriste. Voici les feuillets. Une signature en bas de chaque page, s'il vous plaît. Valérie se pencha sur les documents. Le sang battait si fort à ses tempes, qu'elle eut peur qu'il l'entende. J'aimerais tout de même qu'on se mette d'accord sur un point, dit-elle sans lever les yeux de la feuille. Dès que j'aurai signé, l'appartement appartiendra légalement à Sylvie, c'est bien cela? Absolument. Ensuite, elle vous le cède à vil prix, pour éponger sa dette? Tout à fait. Et vous me garantissez que je ne serai plus jamais importunée par vos services? Vous avez ma parole d'honneur. Valérie hocha doucement la tête et apposa une première signature. Puis une deuxième, et enfin la dernière. Parfait, lâcha l'homme de main, en s'emparant prestement des documents. C'est un réel plaisir de faire des affaires avec des gens sensés. Il rangea soigneusement les précieux papiers dans son porte-documents et s'apprêta à tourner les talons. C'est à cet instant précis que Valérie abattit sa carte maîtresse. C'est vraiment dommage
que vous veniez de vous rendre coupable d'extorsion en bande organisée. L'homme s'immobilisa net. Pardon. Vous m'avez très bien comprise. Je suis notaire, messieurs, et je maîtrise parfaitement le code pénal. Contraindre une personne à céder son bien, sous la menace de faux documents médicaux, est un crime passible des assises. Et figurez-vous, que je détiens les preuves de tout ce que j'avance. Valérie glissa la main dans la poche de sa veste, et en sortit un petit dictaphone numérique. Nos moindres échanges ont été enregistrés. Vos menaces de violence physique, vos chantages, l'évocation de la falsification de certificats médicaux. Absolument tout est dans cette boîte. Dès demain matin, à l'ouverture du tribunal, cet enregistrement sera sur le bureau du procureur de la République, accompagné d'une plainte pour extorsion de fonds et violence volontaire. Les visages des malfrats se décomposèrent. Vous bluffez, tenta de riposter le faux avocat. Vous voulez vérifier par vous-même? Elle appuya sur le bouton de lecture, et la voix menaçante d'Hugo emplit la pièce. Ça va très mal se terminer pour vous. Notre patience a des limites. Un silence de mort s'abattit sur le salon. Que voulez-vous, au juste, finit par cracher l'homme en costume, visiblement ébranlé. Mes conditions sont très simples. Vous prenez la porte, vous sortez de ma vie, et je ne dépose pas plainte. De toute façon, ces documents n'ont aucune valeur juridique, puisqu'ils ont été extorqués sous la menace. Le premier juge venu prononcera la nullité de l'acte. Antoine bondit en avant, le visage rouge de colère. Valérie, tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds? Ces types ne rigolent pas. Oh que si, je le sais parfaitement. Et je sais aussi que notre mariage est officiellement terminé. Je lance la procédure de divorce dès demain. Les deux agents de recouvrement échangèrent un regard lourd de sens. Ils jaugeaient les risques et comprenaient que le jeu n'en valait plus la chandelle. Admettons, grogna maître Vincent. Mais gardez bien à l'esprit que la dette de votre belle-mère n'a pas été effacée par l'opération du Saint-Esprit. Vous devrez bien passer à la caisse, un jour ou l'autre. Ça, ce n'est plus mon problème. Les deux hommes ramassèrent leur dossier et se dirigèrent vers le palier. Avant de franchir le seuil, l'aîné se retourna une dernière fois. Vous jouez à un jeu très dangereux, madame. Prenez garde à ne pas vous brûler les ailes. On verra bien. Leur départ laissa place à un silence pesant. Antoine trônait au milieu de la pièce, le regard noir, fulminant de rage. Sylvie, elle, sanglotait pitoyablement dans un coin. Et on fait quoi, maintenant? Demanda son futur ex-mari. Maintenant, tu fais tes valises, et tu vas rejoindre ta chère Céline. Pour les papiers du divorce, je m'en occupe personnellement. Et ma mère? Avec les dettes qu'elle a sur le dos? Qu'elle dépose un dossier de surendettement à la Banque de France. C'est la seule issue légale pour se sortir de ce pétrin. Valérie tourna les talons, entra dans sa chambre et verrouilla la porte. Ses mains tremblaient encore sous le coup de l'adrénaline, mais un immense sentiment de légèreté l'envahissait peu à peu. Le plus dur était derrière elle. Elle avait tenu bon, elle n'avait pas plié, et elle avait sauvé son chez-soi. Certes, la victoire avait d'un goût amer, son mariage était un champ de ruines, ses illusions sur l'homme qu'elle aimait s'étaient envolées, mais elle avait gagné sa liberté, et s'était extirpée d'une relation toxique et mensongère. Derrière la cloison, elle entendait Antoine houspiller sa mère, dont les pleurs redoublaient d'intensité. Mais tout cela n'était plus son problème. Une nouvelle vie s'offrait à elle. Une vie peut-être solitaire, mais une vie authentique. Et c'était bien là, l'essentiel. Le mardi matin débuta, dans un calme trompeur. Valérie ouvrit les yeux, dans un appartement silencieux. Après la dispute de la veille, Antoine avait fini par décamper chez sa maîtresse, et Sylvie était retournée chez elle. On aurait pu croire que la tempête s'était calmée, et qu'il était temps de panser les plaies. Mais ce n'était que le calme, précédant le véritable ouragan. À l'étude, Valérie avait la tête ailleurs. Elle pensait aux démarches pour le divorce, au changement des serrures, au partage des biens.
Les mois à venir s'annonçaient jalonnés, de procédures judiciaires épuisantes. En plein milieu de journée, elle reçut un texto d'Antoine, « Il faut qu'on discute. Je passe ce soir. » Elle ne prit même pas la peine de répondre. Il n'y avait plus rien à dire. Tout avait été acté la veille. Lorsqu'elle poussa la porte de son appartement vers 18h, un frisson d'angoisse la saisit immédiatement. La porte était bien verrouillée, mais le mécanisme avait réagi différemment sous sa clé. Et dans l'entrée flottait une forte odeur d'eau de Cologne bon marché, qu'elle ne connaissait que trop bien. « Antoine » cria-t-elle, à moitié par surprise, à moitié par agacement. Son mari émergea du salon, le visage sombre et les mâchoires serrées. « Assieds-toi, Valérie. Il faut vraiment qu'on discute. » Discuter de quoi? Tout a été réglé hier soir. Pas tout, non. J'ai réfléchi à la situation, et je me suis dit que tu avais peut-être raison. Le divorce, c'est la meilleure chose à faire. Valérie fut prise de court. Il acceptait la situation, avec une facilité déconcertante. À une seule condition, cependant, ajouta-t-il, un sourire mauvais aux lèvres. Tu me laisses l'appartement. Quoi? Mais à quel titre? Au titre, que je dois élever mon fils. Toi, tu es jeune, tu es belle, tu referas ta vie et tu te trouveras un autre pigeon. Cet appartement m'appartient, Antoine. Je l'ai payé de ma poche. Nous y avons vécu en concubinage, puis mariés, pendant 7 ans. Aux yeux de la justice, ça peut très bien devenir un bien commun. C'est faux, et tu le sais. L'acte de propriété date d'avant notre mariage. Va donc le prouver, devant un juge. Le ton de sa voix suintait la confiance absolue. Valérie comprit qu'il n'évoquait pas la justice, par hasard. Où veux-tu en venir? Je veux dire que, par les temps qui courent, les documents officiels ont parfois tendance à s'égarer, ou à brûler par accident. Et que certains témoins pourraient soudainement retrouver la mémoire, et affirmer que tu as financé cet achat, avec mes économies à moi. Le chantage était d'une clarté limpide. Il menaçait ouvertement de détruire les preuves et de corrompre des témoins. Tu serais vraiment prêt à faire ça? Tu n'imagines même pas. Je te laisse jusqu'à demain matin, pour y réfléchir. Soit tu cèdes les murs à l'amiable, et la séparation se passe en douceur. Soit je te traîne dans la boue, et je te le prends par la force, au tribunal. Et si je refuse tes conditions? Antoine esquissa un sourire terrifiant. Alors tu vas vivre un véritable enfer. Il se dirigea vers l'entrée, mais se retourna, la main sur la poignée de porte. Au fait, j'ai confisqué ton téléphone portable, et je prends tes clés avec moi. Histoire d'être certain que tu ne vas pas t'enfuir, avant notre petite conversation de demain matin. Valérie se rua sur son sac à main. Il était vide. Au même instant, la porte d'entrée claqua violemment, et le cliquetis de la serrure retentit de l'extérieur. Elle venait d'être séquestrée, dans son propre domicile. Elle se précipita vers la porte, et tenta de forcer la poignée. Peine perdue, il avait donné un double tour de clé, depuis le palier. Elle tambourina de toutes ses forces, cria à l'aide, mais la cage d'escalier restait désespérément silencieuse. Les voisins du palier étaient soit absents, soit ils préféraient fermer les yeux, sur une énième dispute conjugale. Le téléphone fixe de la maison sonnait également dans le vide. Antoine avait pris soin de sectionner la ligne. Valérie était en état de siège, totalement isolée du reste du monde. Elle arpentait son salon de long en large, telle une bête en cage. Il lui fallait trouver un moyen de sortir, ou à minima, d'alerter les secours. Mais comment procéder? Ses fenêtres donnaient sur la rue, mais elle se trouvait au 4e étage. Sauter était un suicide garanti. Ses appels au secours par la fenêtre se perdaient dans le vacarme des pots d'échappement, en bas. La nuit tombée, épuisée par la panique, elle s'effondra sur le canapé, tentant de concevoir un plan d'évasion. Les options étaient minces, et les risques immenses. C'est alors qu'elle posa les yeux sur son poignet. Sa montre connectée.
Antoine avait oublié de la lui enlever. Le gadget possédait une fonction d'urgence intégrée, permettant d'envoyer un signal de détresse avec ses coordonnées GPS, à une liste de contacts prédéfinie. Elle pianota frénétiquement sur le cadran, et envoya un SOS à son père. Michel, un ancien ingénieur militaire, au tempérament explosif, était le seul homme de la situation. S'il y en avait bien un, qui ne laisserait personne maltraiter sa fille, c'était lui. Le message partit dans l'éther. Il ne lui restait plus qu'à prier, pour que son père réagisse à temps. Le mercredi, fut le jour où le piège se referma complètement. Antoine fit son apparition dans la matinée, le visage renfrogné. « Alors, tu t'es décidé ? » ?»« Non. Tu n'auras jamais mon appartement. »« Tu l'auras voulu. » Il ressortit aussitôt, verrouillant la porte derrière lui. Valérie passa la journée entière, enfermée entre ces 4 murs, rongée par l'inaction. Son père n'avait pas répondu au signal d'alerte, peut-être n'en avait-il pas compris la gravité. À la nuit tombée, la tension monta d'un cran. La sonnette retentit, et Antoine introduisit dans l'appartement les 2 fameux agents de recouvrement de la veille. « Bonsoir, très chère madame », lança l'avocat véreux. « Comment vous portez-vous ? La réflexion a-t-elle été fructueuse ? Qu'y a-t-il à réfléchir ? Je vous ai déjà fait savoir que je ne signerai pas le moindre papier. C'est exact, votre position est claire, et nous n'avons pas oublié votre petite tentative de chantage, avec votre enregistreur. Mais pour être tout à fait franc avec vous, nous avons décidé de passer outre. » L'escroc sortit un nouveau jeu de documents, imprimés sur du papier à en-tête. Voyez-vous, pendant que vous faites des caprices dans votre salon, les dettes de votre chère belle-mère continuent de s'accumuler. Les agios courent chaque jour. L'ardoise s'élève désormais à 320 000 €. Et en quoi suis-je concerné ? En ceci, chère madame, qu'aux yeux de la loi, la solidarité familiale peut être invoquée. Votre époux est le fils direct de la débitrice, vous êtes mariés. Par extension, votre patrimoine peut parfaitement être saisi, pour honorer cette créance. Valérie comprit avec horreur, que les maîtres chanteurs avaient changé leur fusil d'épaule. Ils tentaient à présent, de donner une légitimité juridique, à leur tentative de vol. C'est absurde. Personne n'est saisi, pour les dettes de ses beaux-parents. En règle générale, non. Mais il existe des cas particuliers. Surtout, lorsqu'il y a suspicion de fraude, et de dissimulation de patrimoine. Le juriste lui glissa une nouvelle feuille, sous les yeux. Une reconnaissance de dette, attestant que les fonds ayant servi à l'acquisition de ce bien, proviennent d'un prêt concédé par madame Sylvie Martin. Ce qui signifie, que la véritable propriétaire des lieux, est notre débitrice. C'est un faux grossier. J'ai payé cet achat avec mes propres deniers. Prouvez-le. Avez-vous vos déclarations d'impôts de l'époque, sous la main ? Les relevés bancaires justifiant l'origine des fonds, les actes de vente de vos biens précédents ? Valérie sentit le sol se dérober, sous ses pieds. Les preuves existaient, bien entendu, mais elles étaient toutes scellées, dans le coffre-fort de son étude notariale. Et elle n'avait aucun moyen d'y accéder. Vous voyez bien, sourit le malfrat, satisfait de son effet. Vous n'avez pas l'ombre d'une preuve matérielle. Nous, en revanche, nous disposons de témoignages sous serment, certifiant que l'argent provenait de votre belle-mère. Des témoignages ? Mais quels témoins ? Des amis à vous, grassement payés ? La machination était d'une envergure terrifiante. Faux en écriture publique, subordination de témoins, corruption. Lutter seul contre une telle pieuvre, relevait de l'impossible. Bon, qu'est-ce que vous me voulez, à la fin ? Ce que nous voulons depuis le début, votre signature en bas de ce contrat, et nous disparaissons dans la nature. Si vous vous obstinez, nous déposons une requête au tribunal demain matin. Et croyez-moi sur parole, la jurisprudence jouera en notre faveur. Non seulement vous perdrez vos murs, mais vous serez condamné à nous rembourser de faramineux frais de justice. Hugo, le gorille silencieux, prit soudainement la parole. Arrêtez de discuter avec elle, elle va finir par signer.
De gré ou de force. Je ne signerai pas, répéta Valérie, d'un ton glacial. C'est ce qu'on va voir. Le regard du sbire s'assombrit, chargé d'une violence contenue, qui donna la chair de poule à la jeune femme. Les maîtres chanteurs quittèrent les lieux vers minuit, promettant de revenir au petit matin, pour recueillir sa réponse finale. Antoine resta sur place, probablement pour monter la garde, et s'assurer que sa femme ne tenterait rien de stupide. Il s'installa sur le canapé, et verrouilla la porte de la chambre de l'extérieur. Valérie était désormais prisonnière, dans sa propre chambre à coucher. La nuit fut une agonie sans fin. Son cerveau tournait à plein régime, envisageant les plans d'évasion les plus fous, cherchant un moyen de contacter la police, ou de s'enfuir par les toits. Mais la réalité était implacable. Son seul et unique espoir résidait dans l'intervention de son père. Si ce vieux loup de mer avait bien reçu le signal de détresse, il n'allait pas tarder à débarquer. Michel n'était pas le genre d'homme à laisser sa famille en danger de mort. Le jeudi s'ouvrit sur l'ultime confrontation. À l'aube, Antoine déverrouilla la porte de la chambre et lui ordonna de s'habiller. Aujourd'hui, c'est le jour J, Valérie. Soit tu paraffes ces feuilles, soit... Soit quoi? Tu vas vite le découvrir. À 10 heures du matin tapante, le salon grouillait de monde. Les deux usuriers étaient accompagnés, d'un soi-disant notaire, et de deux hommes en costume, faisant office de témoins. Madame, déclara solennellement maître Vincent. Nous y voilà. L'heure de vérité a sonné. Vous nous cédez ce bien de votre plein gré, ou bien la justice vous y contraindra par la force. Par la force? C'est de l'extorsion pure et simple. Que ce soit légal ou non, là n'est plus la question. Le faux notaire, un homme malingre affligé d'un tic nerveux, étala les actes sur la table basse. Madame Martin, je vous invite à vous approcher, pour apposer votre signature. C'est un refus catégorique. Dans ce cas, nous allons devoir employer la manière forte. Hugo s'avança dangereusement vers Valérie. Viens à la table. Gentiment. Touche-moi, et tu le regretteras. L'homme lui empoigna brutalement le poignet, et la tira vers la table basse. Valérie se débattit de toutes ses forces, mais son assaillant était un colosse. Signe, bon sang, aboya-t-il, en lui broyant l'avant-bras. Lâche-moi. C'est à cet instant précis, que la folie d'Antoine éclata au grand jour. Le visage déformé par des mois de rancœur, et de frustration accumulée, il s'approcha de sa femme. Arrête de jouer les victimes. J'en ai plein le dos de tes caprices de bourgeoise. Il arracha le stylo des mains du faux notaire, et le pointa sous le nez de Valérie. Tu vas signer ces foutus papiers, tout de suite. Non, c'est ma maison, et je préfère mourir, que de vous la donner. Ta maison, rugit Antoine. Mais pour qui tu te prends, misérable petite gratte-papier? Tu te crois supérieur à ma mère? Antoine, calme-toi, supplia Valérie, effrayée par son regard fou. Mais son mari avait perdu tout contrôle. Les mois passés à fomenter ce complot, la pression de sa maîtresse, la rébellion inattendue de sa femme, tout explosait dans un torrent de violence. Antoine m'a attrapé violemment et m'a jeté aux pieds de sa mère, en hurlant, à genoux. Demande-lui pardon pour l'avoir offensé avec ta décision. Sylvie, prostrée dans son fauteuil depuis le début, poussa un cri d'horreur. Même les usuriers reculèrent d'un pas, stupéfaits par ce déchaînement de violence intrafamiliale. Valérie, poussée de toutes ses forces, s'écroula violemment sur les genoux, le choc résonnant dans ses os. Les cheveux en bataille, le visage noyé de larmes de douleur et d'humiliation extrême, elle leva les yeux vers son bourreau. « Antoine, mais qu'est-ce qui te prend » murmura-t-elle. « Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Te remettre à ta place. » Il leva la main pour la frapper, mais à ce moment fatidique, la porte d'entrée vola littéralement en éclats. La serrure blindée fut arrachée de ses gonds, projetant des éclats de bois dans le couloir. Dans l'encadrement de la porte défoncée, se tenait un géant vêtu d'un treillis militaire délavé.
Michel affichait un visage taillé dans le marbre, les cheveux blancs ébouriffés, tenant dans ses mains un lourd outil de métal. « Valérie » hurla-t-il, d'une voix qui fit trembler les murs. Ce qui suivit dépasse l'entendement. D'un seul regard aiguisé par des années d'armée, le père évalua la scène, sa fille au sol, humiliée et en pleurs, sous la menace imminente d'un mari le bras levé, le tout encerclé par une bande de malfrats. Michel fondit sur Antoine, avec la force de frappe d'un char d'assaut. Le gendre tenta de bredouiller une excuse, mais le père ne lui en laissa pas le temps. D'un seul coup puissant, Antoine fut projeté à travers la pièce, heurtant le mur de plein fouet, avant de s'effondrer pitoyablement au sol. Hugo tenta d'esquisser un geste d'interposition, mais fut instantanément séché par un second impact, qui l'envoya valser sur le canapé, d'où il ne se releva plus. « Y a-t-il quelqu'un d'autre, qui souhaite s'en prendre à ma fille ?» demanda calmement Michel, en balayant la pièce d'un regard d'acier. L'avocat véreux et son faux notaire se tassèrent piteusement contre les murs. Quant aux soi-disant témoins, ils avaient déjà pris la poudre d'escampette, en enjambant le balcon. « Papa » murmura Valérie, en se relevant péniblement. « Tout va bien, ma chérie. Papa est là. » Il l'enveloppa de ses grands bras protecteurs, et pour la première fois depuis des jours de cauchemar, Valérie se sentit en sécurité absolue. « Et maintenant, tout le monde dehors » ordonna Michel, en fixant les usuriers terrifiés. « Et si jamais vous osez, vous approcher à nouveau de ma fille, je vous promets l'enfer. » « Nous n'en resterons pas là » bégaya maître Vincent, vert de peur. « Nous sommes dans notre bon droit. » Vos droits ont pris fin, à la seconde où cet abruti a levé la main, sur mon enfant. Dégagez de ma vue, ou je ne réponds plus de moi. Le ton de la menace était si glaçant, que les escrocs prirent leurs jambes à leur cou, abandonnant leurs précieux dossiers sur la table. Antoine, la lèvre en sang et le souffle court, tenta de s'éclipser dans leur sillage, mais Michel le stoppa net. « Toi, tu restes ici. On a 2 mots à se dire. » « Michel, je vous jure que je peux tout expliquer. » « Tu garderas tes explications pour les inspecteurs. Extorsion de fonds, séquestration arbitraire, violence conjugale. Ça va chercher dans les combien d'années de prison, à ton avis ? Le vieux soldat sortit son téléphone de sa poche, et composa le 17. Police secours ? Ici Michel Martin. J'ai besoin d'une patrouille d'intervention au 12 rue de la République, appartement 47. Pour flagrant délit de violence conjugale, et tentative d'extorsion en bande organisée. Oui, je maintiens les suspects sur place. Antoine voulut protester, mais le regard foudroyant de son beau-père le cloua sur place. 30 minutes plus tard, la brigade anticriminalité investissait les lieux. Valérie livra un témoignage exhaustif, décrivant la machination dans ses moindres détails, les pressions psychologiques, la séquestration, les documents falsifiés, et l'assaut final. Antoine fut menotté sans ménagement, et embarqué au commissariat. Sylvie, restée pétrifiée dans son fauteuil tout au long de la scène, sanglotait pitoyablement. « Valérie, je t'en conjure, pardonne-moi » gémissait-elle. « Je n'aurais jamais cru qu'Antoine en arriverait à de telles extrémités. Il m'avait promis que ce n'était qu'une simple formalité juridique. » Sylvie, vous avez été manipulée, c'est un fait. Mais vos dettes ne se sont pas envolées par magie. Vous allez devoir affronter vos créanciers, par la voie légale. Mais comment faire ? Je suis ruinée. Montez un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. C'est votre seule et unique porte de sortie. La vieille femme hocha docilement la tête et fut escortée à l'extérieur par les policiers pour être auditionnée à son tour. L'appartement retrouvait son calme, il ne restait plus que Valérie, blottie contre son père. « Mais comment as-tu su qu'il fallait intervenir » lui demanda-t-elle, épuisée. « J'ai reçu le signal de détresse de ta montre connectée. Sur le coup, je n'ai pas compris ce que c'était, mais je me suis souvenu de cette fameuse fonction SOS. J'ai foncé jusqu'ici. J'ai trouvé la porte fermée à double tour, et les voisins m'ont dit qu'ils entendaient des cris étouffés. Je n'ai pas eu d'autre choix que de faire sauter la serrure. »« Papa »
Mais c'était quoi au juste, cet engin que tu tenais dans les mains? Michel lui montra l'étrange outil métallique. Un vérin hydraulique de désincarcération. On utilise ça dans l'armée, pour forcer les portes blindées. Déformation professionnelle, ma fille. Valérie se jeta au cou de son père, en larmes. Merci papa. Merci d'être arrivé à temps. Je serai toujours là, quand tu auras besoin de moi, ma fille. Toujours. Les mois qui suivirent furent un marathon de procédures judiciaires et de paperasseries administratives interminables. Antoine fut reconnu coupable de violences conjugales et d'extorsion, écopant d'une peine de 2 ans de prison avec sursis, et d'une lourde mise à l'épreuve. Les prétendus agents de recouvrement s'évaporèrent dans la nature, comprenant que la police judiciaire était sur leurs traces. Sylvie fut déclarée en situation de surendettement chronique. Elle fut contrainte de vendre sa propre maison, pour honorer ses dettes, mais elle put au moins le faire, dans la plus stricte légalité. Le divorce fut prononcé avec une facilité déconcertante, le juge aux affaires familiales ayant reconnu sans l'ombre d'un doute que l'appartement appartenait en propre à Valérie et ne pouvait faire l'objet d'aucun partage. Une année s'est écoulée depuis le cauchemar. Assise près de la fenêtre de son salon, Valérie sirote son café, en observant les feuilles d'automne tournoyer dans la cour de l'immeuble. La tempête est passée. Sa carrière notariale est florissante, les dossiers s'accumulent sur son bureau, mais le poids de la solitude se fait parfois sentir, surtout lorsque la nuit enveloppe son grand appartement vide. Sa confiance envers la gente masculine a été anéantie, et l'idée même d'une nouvelle rencontre la rebute profondément. Il lui arrive parfois de se demander ce qu'il serait advenu de son couple si cette sombre affaire de dette et d'extorsion n'avait jamais vu le jour. Peut-être aurait-il pu surmonter leurs différends et sauver les meubles par le dialogue? Mais à chaque fois que ce doute l'effleure, l'image du visage déformé par la haine de son mari, lorsqu'il l'a jetée à genoux, refait surface dans son esprit. Et elle réalise avec une froide lucidité, non, rien n'aurait pu sauver cet homme, de sa propre noirceur. Certaines trahisons sont tout bonnement impardonnables. Et celle-ci en fait indéniablement partie. Valérie avale la dernière gorgée de son café, et se dirige vers sa chambre, pour se préparer à dormir. Demain est un autre jour, apportant son lot de nouveaux clients, et de nouveaux défis à relever. La vie suit son cours, implacablement. Une vie peut-être plus solitaire qu'auparavant, mais bâtie sur la vérité et l'intégrité. Et au bout du compte, c'est la seule chose qui compte vraiment.